Bien, finalisons notre petit travail. Donc, je vais me débarrasser du plancher, donc qui était un cube, delete, et je vais dans ma collection décor. Si vous n'avez pas une collection décor, vous pouvez toujours la créer. Euh, je vais ajouter un mesh plane parce que j'ai pas besoin de grand chose d'autre. Changer la taille. Voilà, dans une vue front, je vais aller placer pour que les vis soient quasiment dessus. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est peut-être encore changer sa taille. L'image de fond, on ne veut pas la voir, donc je vais aller dans mes options de rendu, là où j'ai changé le moteur de rendu tout à l'heure, le petit appareil photo là. J'ai film, et dans film, j'ai transparent. Je vais cocher transparent, et comme ça, mon HDRI fonctionne toujours, mais je ne la vois plus, et je ne suis plus dérangé par cet HDRI. Ok, voilà, donc on a ça. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement sur cet objet sol, on peut mettre un matériau aussi. Donc, on va aller dans son shading. Sur le sol, on va ajouter un shader, enfin un matériau pour être précis. Donc, on va garder le principal BSDF. On va ajouter une image. C'est une image que je vous ai donnée. Et donc, cette image, c'est voilà, donc c'est le texture comme Metal Galvanize machin. Donc moi je l'ai déjà dans ma scène, donc elle est ici, voilà. On va le mettre et on voit tout de suite qu'elle est un peu grande, enfin elle ne se répète pas assez, il faudrait la répéter plus. Donc pour ça, je vais aller vérifier que dans mes préférences, dans mes add-ons, j'ai bien au niveau, donc là si je tape Node, j'ai bien le node Wrangler qui est activé. Donc je ne sais pas si on a déjà activé dans les exercices, mais là il faut l'activer, ce sera bien. Parce que ça va me permettre de très facilement générer les nodes pour répéter sans devoir aller les trouver dans le menu et les retrouver où est-ce qu'ils sont, machin, etc. Donc en ayant le node de texture sélectionné, j'appuie sur CTRL T et là j'ai directement les deux nodes qui sont bien reliés comme ils doivent l'être et tout et tout. Et ici, je peux mettre une taille de 5. Et on voit tout de suite que ma texture est répétée. Donc, l'idée, c'est que, ouais, il faudrait du roughness. Il faudrait peu de roughness et parfois beaucoup de roughness en fonction de où on se situe, en fait. Quand on est plus arin, ben, il faudrait plus de brillance. Donc, plus à côté où... en fait, toute surface se compose comme ça. Quand on est un petit peu très proche, comme ça, en angulation très proche, eh bien, la surface est très brillante. Et quand on est plus vers le dessus, alors elle l'est beaucoup moins. Donc, pour jouer sur la variation de ce paramètre de roughness, on va utiliser un node qui s'appelle le facing. Donc ça se trouve dans le layer weight. On a le facing. Et le facing, si je le branche directement, ben, ça ne va pas faire tout à fait l'effet que je veux. Il faut que je le contrôle. Et il faut que je le contrôle avec un RGB curve. Donc color RGB curve. Si maintenant je prends un point de départ, un point d'arrivée, non, c'est plutôt l'inverse. Alors, je vais faire ça. Quelque chose dans ce goût-là. Quand je suis en face, il n'y a pas beaucoup de brillance. Plus je me rapproche de la surface, plus ça devrait être brillant. Alors, c'est toujours la même chose. Dans quel sens est-ce que cette courbe doit aller? Est-ce que c'est plutôt comme ça? Ouais, c'est plutôt... Ok. Donc voilà, là elle devient brillante, plus je m'en rapproche, plus je m'éloigne, plus elle redevient mate. Donc ça c'est un petit peu la manière dont les matériaux fonctionnent dans la vraie vie. Ok, donc voilà qui est fait pour le sol. Et on va maintenant se faire une petite caméra qui tourne ici autour. Très simple, ouais, je vous assure, très simple. Donc je reviens dans mon layout, je vais ajouter
une curve circle, changer sa taille pour qu'elle soit assez grande, voilà, hop. Quelque chose dans ce goût-là. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais aussi cacher tout pour le moment, y compris le sol d'ailleurs. Donc, je vais cacher le sol ici, voilà. Parce qu'on va d'abord s'occuper de d'accrocher la caméra à ce cercle. Donc, je vais prendre un empty qui va être mon contrôleur de caméra. Je change sa taille un peu, voilà. Donc ce empty, je vais l'appeler contrôle cam. Voilà. Alors, je vais prendre ma caméra qui se trouve donc dans... Oui, cette lampe, je n'en ai vraiment pas besoin, donc je vais la déliter. Donc ma caméra qui se trouve dans ma collection caméra et lampe, et je vais sélectionner cette caméra, puis je vais sélectionner ce contrôle caméra. Je vais aller dans objet, snap, sélection to active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma caméra va aller se placer là où est l'objet actif. Et l'objet actif, c'est celui qui est en orange plus clair. Donc, hop, qu'est-ce qui se passe? Ma caméra vient de se placer exactement au même endroit. Alors, dans ce cas-ci, c'est facile, j'étais à 0. J'aurais pu aussi faire 0, 0 sur la caméra. Mais enfin bon, voilà. C'est une façon facile d'opérer. Donc ça, c'est un premier truc. Deuxième truc, c'est que la caméra, donc je vais resélectionner la caméra, je vais la remettre à 0 partout, donc rotation aussi, on va pointer vers le bas. Je vais créer un autre empty que je vais appeler cible. Donc, ajouter un empty plane axis, hop. Et celui-là, je vais aussi changer sa taille. Je vais l'appeler cible cam. L'idée donc, ouais, oh là là, j'ai activé un mauvais bouton sur mon clavier. Alors, cible cam, voilà. Et donc, le nom importe peu, mais c'est facile de l'appeler cible cam. Donc, l'idée c'est que ma caméra va avoir une contrainte, elle va toujours devoir regarder vers cet objet-là. Et donc, ça va me permettre de diriger ma caméra en bougeant cet objet-là. Donc la caméra, je vais la sélectionner. Je vais aller dans ces contraintes. Je vais ajouter une contrainte. Contrainte, c'est l'espèce de sigle ici, juste au-dessus des propriétés de la caméra. Et là, je vais aller ajouter un track to. Donc elle va tout le temps essayer de traquer, donc de voir où se trouve l'objet que je vais donner ici en target. Alors je peux soit le sélectionner avec la pipette, soit le sélectionner dans ma liste. C'est vrai que j'ai beaucoup d'objets, donc je vais plutôt aller avec la pipette. Voilà, le sélectionner là. Hop, cible cam. Et pour le moment, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, il faut que je trouve la bonne combinaison ici. Si je mets le up en Y, non. Alors, si je le mets en Z, non. X, hop. Donc on commence à voir des choses. Si, voilà, si je le mets en X, c'est pas tout à fait ça que je veux. En Y, ok, donc là, elle s'oriente correctement, donc je suis en moins ZY dans mon cas. Et si je la bouge, ben on voit qu'effectivement, elle tourne, elle cible constamment cet objet. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'on va faire, c'est on va mettre aussi une contrainte sur notre contrôleur de cam pour qu'il soit tout le temps sur le chemin, sur le cercle qu'on a trouvé. Donc je vais prendre mon contrôleur de caméra, je vais ajouter une contrainte qui est follow path, donc suivre le chemin. Je mets ça. Alors de quel chemin est-ce qu'on parle? Ben, c'est le cercle. Il n'y a pas beaucoup de chemins dans ma scène, donc c'est très facile, il n'y en a qu'un, c'est le Bézier cercle, voilà. Et oui, j'ai oublié de faire une chose avant, évidemment, c'était de lier la caméra à son contrôleur. Donc je vais sélectionner la caméra d'abord, sélectionner le contrôleur, faire CTRL P objet. Donc voilà, maintenant si on regarde ici,
dans la hiérarchie du contrôleur de la cam, il y a la caméra. La caméra se trouve dans la hiérarchie. Alors ici, elle est en pointillé, elle est grisée parce qu'en fait, elle est dans une autre collection. Elle est dans la collection Cam and Light, et donc ici, il me l'indique. La liaison existe entre les deux. Je ne suis pas obligé de déplacer la caméra dans cette collection-là, mais voilà, c'est une façon d'illustrer la chose. Donc, on en était que notre ami ici allait faire suivre le cercle, et ici, je peux diriger la manière dont la caméra va regarder. Alors, pour le moment, je vais le mettre un peu plus haut, comme ça, je pourrais le placer correctement où je veux après. Ok, alors, et ce qui se passe, c'est que pour le moment, ben, rien ne se fait parce que mon contrôle caméra ne bouge pas. Il s'est mis sur le bézier cercle, et il faut toujours bien vérifier qu'il soit bien en position à 0, 0, 0. Hein, si jamais tout d'un coup il bouge, vous voyez, vous avez quelque chose comme ça, il a bougé, ben vous le remettez à 0 et il va se remettre sur le chemin. Donc ça, c'est attendu, mais il ne bouge pas sur le chemin, il devrait bouger sur le chemin. Alors dans Blender, c'est un peu tordu, c'est le chemin qui décide comment on se déplace sur lui. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça en 3D, mais ici, dans Blender, voilà, c'est comme ça. C'est le chemin qui décide comment le contrôleur de la caméra ici va se déplacer sur le chemin. Donc on va aller dans les options du chemin ici. Donc je vais sélectionner le Bezier Circle. Et dans le pass animation, c'est ici que je vais animer en fait les choses. Donc à la frame 1, ben, il va être, mettons ici. On va prendre ça, c'est le point de départ. Voilà. Et quand je serai à 250, eh bien, il aura fait... il aura été au bout. Donc il aurait été à 100% de son travail. Et donc voilà. Donc si j'avance, hop, il fait le tour. Et il revient là. Alors une chose qui est très importante, c'est que toutes les animations, par défaut, elles ont ce qu'on appelle un spacing. Donc c'est une manière de se déplacer entre deux clés qui est une manière sinusoïdale. Ça veut dire qu'elle va accélérer progressivement, donc ça va commencer lentement, puis ça va s'accélérer, et puis ça va ralentir progressivement. Or ici, quand on fait ce genre d'animation, on aime bien que ça ait tout le temps la même vitesse. Donc on va devoir changer un paramètre. Donc ça se passe dans le Graph Editor. Dans le Graph Editor, voilà, cette courbe ici, rouge. Alors je peux appuyer sur le point du clavier numérique, comme ça je vais faire en sorte de voir le point de départ et le point d'arrivée de cette courbe. Je peux dézoomer avec la molette de la souris. On voit qu'elle accélère progressivement et puis elle ralentit progressivement. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc ça, c'est l'évaluation time. C'est là où on a mis la clé. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est une ligne droite. Parce qu'une ligne droite, c'est une accélération constante. Enfin, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de décélération. Donc ce qu'on va faire, c'est un clic droit, interpolation mode, et on va prendre linéaire. Et là, maintenant, la ligne est droite. Et donc, la caméra, maintenant, se déplace tout le temps à la même vitesse. Alors, la caméra, pour le moment, elle regarde tout le temps ce point qui est là. Donc, je vais réactiver tous mes boulons. Je vais me mettre... alors, je n'ai plus besoin de voir ici. Ça, je peux revenir sur ma timeline. Ma timeline, voilà. Ici, je vais me mettre dans la caméra, 0 pour être dans la caméra. Et évidemment, la caméra, elle pointe vers sa cible. Et si je descends sa cible, voilà, on va avoir ici les boulons. Alors l'idée, c'est que, voilà, et là, la caméra tourne et elle regarde tout le temps le centre des boulons. Donc ça peut être sympa. Le seul truc, c'est que c'est un peu serré. Et c'est un peu serré parce que ma caméra a... Donc si je reviens sélectionner la caméra maintenant,
Je peux la sélectionner là au-dessus ou je peux la sélectionner ici. La caméra, elle a une distance focale de 50 mm. C'est l'objectif, en gros, de ma caméra. C'est un objectif 50. Or, si c'était un 35, eh bien, j'aurais un champ plus large. Et si c'était un 24, j'aurais encore un champ plus large. Mais alors, ce qui se passe avec un 24, par exemple, c'est qu'on a une déformation de perspective. Enfin, dans le cas de ce qu'on cherche à faire là, c'est peut-être pas plus mal, ça donne un effet supplémentaire. Vous voyez ce qui se passe avec l'image quand je bouge ma cible, c'est un effet de déformation. Vous avez ça avec les grands angles, on appelle ça des grands angles. C'est de la photographie ou de du film, enfin ça se passe comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va avoir cette caméra qui va se promener comme ça. On va peut-être pas jouer sur la profondeur de champ parce que ça sera encore un peu difficile à régler. Et je pense que vous avez assez passé de temps là-dessus et on va encore aller parce que cette vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Donc, ben voilà, on est prêt à calculer. Hein. Faisons vite une petite finition. Donc, on est prêt à calculer. On va calculer en HD. On va calculer 250 images. On va pas calculer des images, mais on va calculer une vidéo directement. Donc, on va aller choisir FFmpeg vidéo. Dans l'encoding, on va prendre QuickTime et qualité, haute qualité, hein, on ne va pas se gêner. Une clé toutes les 5 frames, il n'y a pas de son. Et surtout, il faut bien, par défaut il l'est, mais il faut bien vérifier que le file extension est coché. Et on va aller enregistrer ça, je dirais, sur le bureau, et puis alors après... ou dans le dossier de votre projet. Et alors, on va reprendre la nomenclature qu'on a déjà utilisée. Donc, si je prends ici, donc ça va être par point blend, évidemment, exercice 3. Il n'y aura pas besoin de numéro, donc on peut laisser ça comme ça, nom, prénom, incartec, exercice 3, accept. Donc ce sera un point mauve, hein, puisque c'est un QuickTime. Et une fois que vous avez bien déterminé où vous vouliez sauver, une fois que vous avez bien déterminé tout ça, vous pouvez lancer le calcul. Alors ce qui se passe avec le fait de calculer une vidéo plutôt que de calculer des images, c'est que si ça plante en plein milieu du calcul et que vous devez recommencer, vous devez tout recommencer. Quand on calcule des images, on ne recommence que les images qui sont ratées. Mais bon, voilà, là, la vidéo, ça nous permettra de sortir d'un coup une vidéo et de ne pas refaire un autre clip qui va encore durer des heures et que vous allez râler. Donc, voilà, je peux lancer le calcul, render, et render animation, et j'ai... Voilà, alors je vais stopper ça. Juste une petite chose dont je n'ai pas parlé avant. Je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc, dans les options de rendu ici, tout à l'heure, on est passé ici. Donc, j'utilisais le curve ici, donc qui est en fait dans le color management, en utilisant le look medium contrast filmique et le curve ici, en dessinant cette espèce de petite... comment dire, de S ici, enfin de courbe, en fait je contraste, je retouche un peu la colorimétrie de mon image. Et donc ça permet d'avoir un résultat qui peut être parfois un peu plus intéressant. Donc voilà, ça c'est une petite touche, on le fait ou pas. Alors on peut toujours activer le bloom, c'est toujours un petit truc qui marche bien. L'ambient occlusion aussi d'ailleurs. Donc si on augmente, regardez à ce niveau-ci, au niveau du boulon, quand j'augmente, vous allez voir qu'il y a une espèce d'ombre comme ça qui se dessine. En fait, l'ambient occlusion, c'est l'ombre naturelle des objets l'un sur l'autre, donc c'est toujours bien de l'activer un petit peu. Le bloom, il faut peut-être pas trop exagéré, juste un petit peu, mais le bloom c'est tellement bien. Alors Deep of Field, on va pas jouer avec, pas maintenant, on le fera peut-être plus tard. Et le motion blur non plus, on verra ça aussi plus tard, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant. Je vais réactiver mon sol, parce qu'il y a des endroits où on voit le sol, et on va pouvoir
régler la chose. Alors, une chose aussi que je dois vérifier, c'est ma caméra. Dans les options de sa caméra, voilà, le clip Start et End. Le End est un peu petit, 100 c'est pas assez, je vais rajouter quelques zéros, comme ça au cas où, je peux voir le fond qui est là-bas. Ok, moi je ne pense pas que je le verrai, puisque en général je regarde le centre de mon comment dire, de mon tas de boulons et d'écrou ici. Donc je vais pouvoir maintenant relancer le calcul, définitivement, voilà, et il va calculer le clip. Alors ça va prendre plus ou moins de temps, suivant la puissance de la machine, mais on n'a pas énormément de choses. Donc ici, moi j'en suis à quoi? Il fait, voilà la vitesse en temps réel du calcul. Donc 14, 15, c'est presque une image par seconde. Donc ça va relativement vite. Et voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, ben, vous pouvez me rendre alors votre scène 3D plus la vidéo calculée. Et c'est fini.